Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de Politiquement Correct sur la télévision du Monde. Nous sommes le dimanche et dimanche, mi-journée, la télévision du Monde se consacre avec vous notamment partager des éléments majeurs de l'actualité. Et cette semaine qui s'achève aura été marquée par plusieurs sorties des organisations de la société civile, des organisations en rapport avec la consommation. Pour la plupart, ces organisations s'insurgent contre la flambée des prix des denrées sur nos marchés. Il a même fallu une intervention du ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana, qui, semble-t-il, rappelle les uns les autres à l'ordre, mais toute chose ne semble pas être suivie sur le terrain. Dans les marchés, le panier de la ménagère est de moins en moins lourd. Celui-ci connaît drastiquement la flambée des prix sur les marchés. Qu'est-ce qui justifie cette flambée, cette inflation des prix sur nos différents marchés du triangle national? Les commerçants continuent à se frotter les mains, pourtant les consommatrices ou les consommateurs de façon générale, eux, se plaignent de ce que malheureusement, ils ont du mal à pouvoir joindre les deux bouts sur le terrain. Que se passe-t-il véritablement dans un espace marchand? Comment comprendre cet état des choses? Nous ne manquerons pas d'y revenir dans le cadre de Politiquement Incorrect de ce dimanche sur la télévision du Monde, mais aussi nous nous consacrons notamment à une autre actualité, mais cette fois-là, c'est le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalle Bibeye Masina, qui est monté au créneau, qui tape du poing sur la table. On le sait, plusieurs entreprises de transport interurbain avaient été interpellé par ses soins et notamment par son département ministériel il y a quelques semaines de cela à raison de quelques faits d'armes enregistrés sur nos axes routiers. Certaines se sont rendues coupables d'excès de vitesse sur les axes routiers, d'autres carrément sont illustrées à travers de nombreux accidents enregistrés sur nos axes routiers, des situations et bien d'autres qui ont amené Jean-Ernest Ngalle Bibeye Masina, le patron du ministère des Transports, à taper du poing sur la table et à sanctionner plusieurs entreprises de transport interurbain sur l'ensemble du triangle national. Ces entreprises sont sommées de tout arrêter en termes d'activité et surtout de ne pas être opérationnel sur le triangle national. Malheureusement, on le constate, des entreprises qui ont été sanctionnées par Jean-Ernest Ngalle Bibeye Masina continuent d'être opérationnelles. Qu'est-ce qui se passe? Les mesures des autorités administratives n'ont plus de poids, n'ont plus de dignité ou de légitimité pour pouvoir être respectées par la classe sociale du triangle national. Des éléments sur lesquels nous ne manquerons pas également de revenir avec nos invités sur le panel de Politiquement Incorrect. Madame, bonjour, monsieur, bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous. Politiquement Incorrect est une émission qui se fait également interactive. Vous pourrez tout à l'heure nous envoyer vos contributions, vos SMS à travers le 699 57 30 26 699 57 30 26. Bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques instants, la présentation du panel. Bonjour et bienvenue une fois de plus à vous tous, madame, messieurs. Vous êtes sur Politiquement Correct, 11h, 12h30 sur la télévision du Monde. Merci à vous qui continuez à nous faire confiance et qui continuez à nous envoyer vos SMS, vos questions pour nos invités, mais également vos contributions pour davantage agrémenter et étayer les thématiques qui sont très souvent débattues dans le cadre de Politiquement Incorrect sur la télévision du Monde. Et ce dimanche encore, nous allons essayer de vous apporter des éléments de réponse à toutes ces questions, toutes ces problématiques et qui vous turlupinent au quotidien. Et ce dimanche, deux thématiques sont posées sur la table. Une en rapport avec l'inflation sur les marchés du triangle national. À qui la faute de cette situation et qui continue d'appauvrir le panier de la ménagère, mais également ces mesures conservatoires et des sanctions prises par Jean-Ernest Ngalle Bibeye Masina,
le ministre des Transports, qui tape ainsi du poing sur la table pour ce qui est du secteur du transport interurbain sur l'ensemble du triangle national. Et pour discuter de cette problématique avec nous, ils étaient 5 à avoir été conviés sur ce plateau. 3 sont là. 2 nous ont fait savoir qu'ils ne pourront malheureusement pas être là à raison des situations de maladies impromptues qui sont tombées. Et malheureusement, on leur souhaite prompte guérison, notamment à André-Marie Biboum du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et par ailleurs président régional de la Jachabi qui devait être avec nous sur le plateau de Politiquement Incorrect, mais aussi à Aristide Ngekam, directeur de publication, journaliste émérite, avec lesquels nous devrions échanger autour de cette problématique. Mais 3 sont confortablement installés et un qui nous vient pour la toute première fois dans le cadre de Politiquement Incorrect, d'un mouvement très connu et qui a pignon sur rue. 11 millions, Fabrice Toeli est son nom. Il est coordinateur adjoint, je pense bien, au niveau départemental de ce mouvement 11 millions. Bonjour, bienvenue. Merci, M. Moutomé. Bonjour, mes copanélistes et bonjour à vos milliers de téléspectateurs. Merci à vous. On sait également que vous avez pris la route de Yaoundé très très tôt ce matin pour être en notre compagnie. Merci encore d'avoir accepté d'être en notre compagnie. À côté de vous, un qu'on ne présente plus dans le cadre de ce programme, il est le président de la fédération ou la Fondation camerounaise des consommateurs. Il est avec nous ce matin et il est très réunion. D'ailleurs, hier, il a réuni la presse nationale et internationale pour s'exprimer autour de cette problématique. Alphonse Aïssia Bena, c'est son nom. Bonjour. Bonjour et bonjour aux millions de téléspectateurs de cette émission. C'est un plaisir d'être là et d'édifier les téléspectateurs, les consommateurs des produits audiovisuels, mais surtout tous les ménages qui tirent le diable par la queue au Cameroun. Les ménages devraient pouvoir tirer le diable par la bonne queue. De toute façon, on est dimanche ce matin. On espère qu'on va leur apporter des éléments de réponse dans le cadre de ce programme Politiquement Incorrect. En face, un autre monsieur qu'on ne présente plus nous a fait le bonheur de partager un plateau de Politiquement Incorrect il y a quelques jours, mais il nous revient encore ce matin. On regarde l'actualité brûlante dans le secteur qui est le sien, notamment la consommation. Le président exécutif du réseau national des consommateurs est encore avec nous ce matin. Francis est là, bonjour. Bonjour Monsieur Moutomé, bonjour à nos copanélistes, bonjour surtout à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder ce matin encore, leur apporter un élément de réponse aux différentes préoccupations qui pourraient, n'est-ce pas, faire l'objet de notre rencontre de ce matin. Alors, merci à vous, messieurs. On va prendre le premier sujet pour entrer de plein fouet dans le débat, si vous le permettez bien. Le sujet en rapport avec l'inflation des prix sur les marchés du triangle national. Quasiment l'ensemble des marchés subit cette pression des prix. Et justement, nos reporters, Jean-Jémé Yedna et bien d'autres sont rendus dans cet espace marchand pour voir, pour vivre la réalité des populations. Le constat est le même. Pratiquement la quasi-totalité des prix sont en hausse. Permettez-moi de ne pas commencer avec vous, les consommateurs ou les patrons des organisations. Commençons avec M. Toeli. Alors, quelle est l'ambiance qui se vit dans les espaces marchands? Les commerçants se plaignent de ce que les produits sont rares. D'autre part, ce sont les consommateurs, eux, qui disent que finalement, pour pouvoir trouver un produit, même quand il est disponible, il coûte les yeux de la tête. Oui, merci pour votre question, M. Moutomé. Je voudrais, d'entame, avant de m'attarder sur le fond de votre question, faire quand même rappel du fait que nous avons connu ce qui a été célèbrement resté dans l'histoire comme étant la grève de la faim. Les émeutes de la faim, les émeutes de la faim, pardon. Nous étions en 2008. Voilà, il va sans dire que c'est un mouvement qui avait commencé à partir de la hausse du carburant, ce qui a bousculé les premiers consommateurs que sont les transporteurs, les automobilistes. Ensuite, ça s'est prolongé au niveau des denrées de première nécessité. Une fois que je l'ai dit, je voudrais également m'appesantir sur les propos même du ministre, M. Luc Magloire Mbarga Tangana, qui l'a dit, l'inflation des prix peut occasionner des risques de perturbation de l'ordre social. Si c'était vrai hier, en 2008, cela peut se répéter aujourd'hui.
Mais seulement, je voudrais m'interroger sur la politique qu'il est censé implémenter, celle de son champion, notre chef de l'État, le président Paul Biya, qui naturellement, dans sa vision de la gestion du pays, ayant été nouvellement installé au palais des Toudi, doit certainement avoir une politique bien précise en ce qui concerne la gestion des prix sur les marchés pour le bien vivre des Camerounais. Seulement, lorsqu'on se rend compte que nous avons assisté dernièrement, le 1er mars, à la hausse des prix des produits brassicoles et un enchaînement avec certains produits dans les rayons marchands et même au niveau du marché. Il faut dire que quand nous nous attardons par exemple sur les biens au-dessus du poisson, le poisson, nous nous rendons compte que le maquereau qui est prisé, cette espèce-là, qui est prisée par grand nombre des populations moins nanties, est passé pratiquement de 1500 à 2000 francs. Alors c'est 500 que le petit consommateur doit supporter du coût comme ça. Vous avez, je prends là quelques exemples pour que ceux qui nous suivent comprennent exactement, parce qu'ils vivent ça d'ailleurs. Vous avez le lait en poudre, le paquet, qui est passé pratiquement, qui a connu 300, 400 francs CFA, en hausse. Ouais. Voilà. Le riz pratiquement, l'huile idem. Donc lorsque nous faisons ces constats, nous nous disons simplement que est-ce qu'il n'y a pas une absence véritable de régulation? Parce que dans la politique de gestion de l'État, dans sa politique, je suppose, notre chef de l'État récemment installé au palais, a certainement une conduite ou alors une vision dans le cadre de la gestion de ces affaires-là. Mais lorsque les consommateurs sont brutalement face à ces changements de prix et que au niveau du ministère du Commerce, même si il y a quelques jours, le ministre du Commerce a convié le patron, principalement le patron de l'entreprise Congel Camps en publicité, pour essayer de réguler cet état de choses. Il va sans dire quand même qu'il n'y a pas d'éléments explicatifs clairs, même si un certain éclairage peut donner de penser que la nouvelle loi de finances a une certaine incidence du fait de l'augmentation sur le marché actuellement. Alors, Francis Eyala, voilà une situation qui est récurrente, qui devient pratiquement une espèce de redondance dans nos espaces marchands. On est parti de l'exemple de 2008 où on a connu les émeutes de la faim à raison de l'augmentation du prix des denrées de première nécessité. On a pris des mesures à l'époque pour essayer de régler et dissuader les uns les autres à arriver à cette fluctuation des prix des denrées, du poisson, du riz, du savon et bien d'autres. Mais pourtant, le constat est clair, sur le marché, ça continue de monter, on s'en plaignait encore il y a quelques jours sur ce même plateau. Oui, et je suis d'autant plus rassuré que vous puissiez enfin utiliser le terme fluctuation des prix et non pas augmentation, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'augmentation. Il faut que les choses soient claires. Augmentation. On va pas rentrer dans le jeu des sémantiques. Non, il faut. On va pas rentrer dans le jeu des sémantiques des mots. Augmentation, fluctuation. C'est pour que les uns et les autres comprennent bien. Oui. L'augmentation émane du réajustement de la mercuriale officielle de l'État qui, donc sur la base d'un certain nombre d'éléments, décide l'État d'augmenter les prix. Mais la fluctuation est le fait que les commerçants décident de manière unilatérale. Voilà, non, de manière intuitive personnelle, donc d'augmenter les prix. C'est-à-dire que moi, chez moi, je vends le maquereau, je décide de le vendre à 1500. Monsieur Moutomé, vous vendez le maquereau dans votre poissonnerie, vous décidez de le vendre à 1700, et lui, il décide de le vendre à 2000, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la fluctuation. Alors, si ça c'est défini, je peux donc revenir pour dire que, en réalité, c'est un grave problème que vous posez. C'est un problème qui, ma foi, demande à la fois que l'État prenne ses responsabilités, mais que davantage les commerçants
soit de plus en plus honnête. Mais je vous demanderai comment est-ce que les commerçants seront honnêtes. Mais les commerçants ont besoin de faire du chiffre, ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc si on leur laisse le champ libre, on est sûr que il n'y aura donc pas il n'y a donc pas de chance qu'ils appliquent les tarifs qui leur sont officiellement encore qu'on impose officiels et qui sont pris par l'autorité. Monsieur Moutomé, on n'impose pas les prix aux commerçants. Les commerçants se mettent en concertation avec le ministre en charge des prix et les associations des consommateurs et les syndicats de distribution pour arrêter les prix. Les prix sont concertés. Et pour la petite histoire, nous étions à Yaoundé dans le cadre de cette dernière concertation en rapport avec le prix du poisson, la stabilisation du prix du poisson et celui du riz. Il y avait exactement 9 patrons d'offres importateurs sur le banc des accusés avec qui la question a été examinée de fond en comble entre le ministère du Commerce, les associations de consommateurs et les syndicats des distributeurs. Nous sommes arrivés à des conclusions que, ok, ils ont été clairs, il n'y a aucune augmentation. Ils ont accepté de revenir aux tarifs qui leur sont officiellement, qui sont des tarifs concertés, qu'ensemble nous avons arrêté, parce qu'il faut dire que le prix de 1200 ou de 1000 francs le macaron et 1200, le prix de 1350 le bar, le prix de 310 francs le kilo de riz, tout ça a été concerté avec ces gens. Ils ont accepté de pratiquer ces prix. Ils ont eux-mêmes proposé que ces prix-là soient ce qu'il faut appliquer. Et donc, il faut que l'application se fasse. Non, en attendant que l'application se fasse, il y a des prix concertés. Pourquoi les prix concertés ne sont pas respectés sur le marché pour permettre à ce que le panier de la ménagère qui, après février 2008, avait quand même repris du poil de la bête, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Mais il faut rappeler que la première cause, c'est que notre économie est extravertie. Et de deux, ça avait la complicité de beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont actionnaires dans certaines entreprises de la place, qui octroient les monopoles. Quand vous voyez dans le secteur du poisson, il y a un importateur, disons, on peut le classer entre guillemets comme producteur, et c'est lui qui est en même temps le distributeur, la loi l'interdit. Et de deux, quand on avait exonéré les droits de douane en 2008, c'était clair, le ministre de l'époque qui est encore en poste, il faut dire qu'il y a plus de 12 ans à ce poste. Il est à 15 ans maintenant. Oui, ça veut dire que c'est assez. Quand un ministre fait il y a 15 ans, c'est la routine, il n'a plus rien à prouver. Donc de deux, il avait, lors des concertations, avait intimé l'ordre aux entreprises importatrices de poissons de faire tout pour que localement on puisse élever du poisson, produire, pêcher du poisson. Il faut rappeler que le Cameroun dispose de 4 millions d'hectares d'eau douce pour faire l'aquaculture. Mais ça n'a pas été fait. On s'est braqué dans l'importation parce que ça intéresse... Ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte l'argent à certains fonctionnaires qui ont des prêts de nom dans ces entreprises, qui ont des dividendes tous les mois. Ils ont sacrifié le consommateur sur l'autel de leurs intérêts capitalistes. Aujourd'hui, on rappelle que nous sommes tous dans le même bateau. Pourquoi? Plus on extravertit notre économie, notre monnaie va être dévaluée et le pouvoir d'achat du consommateur va s'effriter de jour en jour. Raison pour laquelle nous on dit, en 2008, on a connu ce qu'on appelle les émeutes de la faim. Mais quand on compare 2008 à 2019, 2008 pour un résident actuel au Cameroun, pour lui, 2008 c'est le paradis. Parce qu'en 2008, le taxi coûtait 150 francs CFA. En 2019, c'est 250 francs CFA. Je rappelle que à l'issue de ces émeutes de la faim, le président de la République avait pris un décret pour créer une institution qui s'appelle le MIRAP, la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation. Ouais. Aujourd'hui, quel est le bilan de cette institution? C'est un échec, mais tous les jours, on ne fait que subventionner cela. Vous allez le voir dans certaines villes, à Douala, Yaoundé, avec des bâches qui laissent à désirer. Les missions du MIRAP étaient de créer 20 magasins témoins. C'est-à-dire quand vous arrivez, le prix du paquet de sucre, vous allez au MIRAP, vous avez homologué, vous voyez 750 francs, c'est un magasin témoin. C'était 750, vous achetez là-bas. Vous ne pourriez plus être dupé ailleurs.
Quand vous arrivez ailleurs, vous voyez un prix qui est dans la spéculation à 800 000 francs, vous allez attirer l'attention des associations de consommateurs ou des membres de la brigade de répression des fraudes. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de magasin témoin. D'accord. Il n'y a pas de magasin témoin, donc c'est un échec encore cuisant parce que le ministère qui était en charge d'encadrer cette institution a aussi failli. Raison pour laquelle aujourd'hui nous disons aux consommateurs, c'est assez de serrer la ceinture, c'est assez de retrousser les manches. L'État en retour doit mettre sur pied des mesures palliatives. Rien n'est subventionné au Cameroun. On doit, parce que nous, la Fondation camerounaise des consommateurs, on avait prévu manifester contre le projet de loi en novembre, lorsque ce projet était introduit au Parlement, mais notre manifestation avait été interdite. Aujourd'hui, ce projet de loi est adopté avec toutes ces pressions fiscales mises sur les entreprises, seront répercutées toutes ces taxes, droits d'assises, on a réévalué encore les droits de douane sur le poisson, le riz. Toutes ces taxes sont répercutées sur le consommateur final qui ne voit pas ses revenus aller à la hausse, mais des charges si ajoutées, si greffées d'année en année et de jour en jour. Alors, M. Toueri, voilà une situation qui est assez controversée. D'une part, on a les prix que nous a fait le cours sur l'inflation, l'augmentation. Mais toujours, le constat est que lorsque vous allez au marché, au lieu de payer 600 francs ou 750 francs pour le paquet de sucre d'1 kilogramme, vous le payez à 800, voire 850 francs. Alors, elle explique à ma mère du marché que ça n'a pas augmenté, elle ne vous comprendra pas. Donc, de toutes les façons, il y a ça. Et d'autre part, les salaires n'ont pas augmenté. Le niveau de vie, lui, est resté stable, ou du moins, il a connu quand même une certaine augmentation aussi. Et on a du mal à joindre les deux bouts. Qui a la responsabilité de cette situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Camerounais, partant de l'exemple d'avant 2008 et d'après 2008? La première responsabilité incombe à celui qui dirige le pays. C'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Le ministre occupe une fonction politique. Il est entouré de technocrates qui permettent d'implémenter ou alors même d'imaginer des techniques, des stratégies pour que les Camerounais vivent bien concernant le département ministériel dans lequel il a été nommé. Je voudrais donner quelques chiffres qui viennent de l'Institut national de la statistique. Cette statistique date de 2017. En 2017, selon l'Institut national de la statistique, 181 678 tonnes pour une valeur de 114,3 milliards. Je parle là du poisson, hein, du poisson. 181 678 tonnes de poisson pour un montant de 114,3 milliards. Par contre, lorsque on... Bon, je vais continuer. En fait, on dit, vous avez 50,6% de cet approvisionnement qui nous vient des marchés africains, 12,9% qui nous viennent de l'Europe, 19,6% nous viennent de l'Asie. Le reste forcément du Cameroun. Donc, comme M. Abena disait tout à l'heure, le constat est clair que le Cameroun, du fait d'importer énormément, n'a pas forcément la maîtrise sur les prix, il faut le dire aussi. Parce qu'il subit forcément en ce moment. Je ne suis pas expert en économie, mais c'est facilement compréhensible. Alors, la première chose, peut-être en guise de solution, pour aller dans le sens de M. Abena, c'est peut-être de mettre sur pied des moyens pour pouvoir être davantage productif à notre niveau. Maintenant, pour revenir à votre question, qui est de savoir à qui cela incombe, naturellement à ceux qui nous dirigent et principalement au chef de l'État. Moi, je voudrais dire, pour ne pas faire une chasse aux sorcières, que moi, j'espère, du moins à mon avis, qu'il n'y a pas une sorte de complicité entre ceux qui sont censés réguler et ceux qui pratiquent ces prix sur les marchés. Parce que nous serions là simplement dans une sorte d'impasse.
Parce que si le régulateur, qui est censé frapper du poing sur la table, et Dieu sait qu'il a les moyens de sa politique, et qu'on en vienne au point, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt mon voisin d'en face, lorsqu'il disait que, lorsqu'il s'essayait dans l'exercice de nous expliquer l'augmentation et la fluctuation, vous vous rendez compte que nous avons d'un côté le régulateur, qui est le ministre, de l'autre côté des acteurs qui se prêtent au jeu, chacun selon que, peut-être en amont, il y a la loi de finances, mais de pratiquer des prix selon que bon semble à chacun. Et qu'à côté de cela, le consommateur n'ait pas d'éléments clairs, compréhensibles, de se dire que voilà, la situation est telle qu'elle, parce que, vous savez, le langage de la loi des finances et consorts, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas ce langage. Comprenez? C'est pourquoi, quelque part, nous, les hommes engagés en politique, nous encourageons et félicitons les associations telles que celles que ces messieurs dirigent. Parce que le consommateur a besoin d'être édifié, d'être informé de ce qu'il subit. Maintenant, vous avez évoqué les salaires. Vous me tendez là en fait une perche. Comment peut-on augmenter le coût de la vie sans permettre que le revenu soit compétitif à la hauteur de cette augmentation et que ceux qui nous dirigent jusqu'à date observent, comme tout le monde, sans prendre de mesures claires? Ça pose un problème. Un véritable problème dans les marchés, dans les ménages, les consommateurs paient le lourd tribut de la situation de ce qu'on a appelé l'inflation dans les espaces marchands français. Il y a là, vous êtes acteur de la lutte des droits des consommateurs, mais semble-t-il, les consommateurs se plaignent, crient, appellent à corps et à cri, justement que des mesures conséquentes soient prises pour alléger ou alors maintenir le niveau de vie actuel au regard de la situation. Est-ce qu'on ne coupe pas le risque au regard de ce qui se passe dans les marchés? Peut-être février est passé, d'un avril 2019, je ne sais rien. Ben non, on ne court pas le risque d'un avril 2019. Les boissons, les produits brassicoles, les produits ont monté. On a eu une querelle de clochers entre, d'une part, les sociétés de brassicoles, d'autre part, le ministère du Commerce, les associations des consommateurs et les acteurs de tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, dans les marchés, c'est quasiment invivable. Les commerçants, certains se font des mains, d'autres disent que c'est la faute au gouvernement. Monsieur Moutomé, on peut éviter tous ces problèmes et maintenir le rythme ou alors maintenir le plafond que nous avons atteint en 2018 et poursuivre simplement, et même alléger, c'est possible. Il suffit de mettre sur pied les bons mécanismes. Mais davantage, il faut préciser deux choses très importantes. Pourquoi est-ce que les mesures prises très souvent par l'État pour réguler un secteur ne sont pas efficaces ou ne semblent pas efficaces, pourtant bien pensées et peuvent, sur le plan opérationnel, si on venait à les appliquer, réguler véritablement. Mais c'est parce que l'action du gouvernement n'est pas suffisamment coordonnée. Elle n'est pas bien coordonnée. Il y a cela, et il faut le noter. Je vais vous prendre le cas, là on parle du poisson, je reviens en 2014 avec la question des whisky en sachet. Il y a eu une tripartite, ministère de la Santé, ministère du Commerce et ministère de l'Industrie, qui se sont mis, non, de l'administration du territoire, qui se sont mis ensemble dans le seul et unique but de l'éradication des whisky en sachet. Jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, les whisky en sachet sont là et prospèrent très 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 bien. Pour la simple raison que, ensemble, 3 ministères se sont décidés de combattre un fléau. Mais maintenant, au niveau de l'opérationnalisation, la mise en œuvre de cette mesure prise conjointement, en tripartite, mais on n'a plus vu personne. On a laissé la chose aux associations des consommateurs, davantage, et moins encore au ministère du Commerce, peut-être, qui a essayé et qui s'est arrêté très vite.
Et je vous rappelle, quand le nouveau ministre de l'AT arrive, il va quand même réveiller la question et demander aux entreprises de se reprendre en considération, c'est-à-dire relancer la question sur l'éradication des whisky en sachet. Les autres ministères n'ont pas pris la chose à bras le corps. Je pense que quand on émet le vœu et le souhait de voir une situation être réglée par l'État, il faudrait également que l'État comprenne que la question, notamment la question de la consommation, est une question transversale. À partir du moment où elle est transversale, elle s'applique à tous les secteurs d'activité, donc à tous les ministères. Donc c'est une question qui doit être mise au centre de toutes les parties prenantes. Tous les ministères sont concernés par la consommation. Et quand on parle de consommation, on a tendance à penser qu'il s'agit du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce est en charge que des prix. Quand vous voulez construire une maison, le gars qui... vous achetez comment j'appelle, du ciment. Si ce ciment est non conforme, ce n'est pas le ministre du Commerce qu'il faut voir. C'est le MINDU. Et encore, il faut aller loin. Quand l'État veut construire une route, l'État prend du béton, elle prend tout ce qu'il y a comme éléments qui rentrent dans la construction d'une route. C'est différents prestataires, c'est différents secteurs d'activité, c'est différents... donc je dis qu'il faut absolument que, au niveau de l'État central, qu'on prenne en main la question de la... n'est-ce pas, je disais tout à l'heure, enfin, qu'on prenne en main la question de l'implémentation de l'action commune. C'est-à-dire, quand on dit qu'on prend une mesure, on dit par exemple que, bon, ok, le ministère du Commerce a publié à nouveau les nouveaux tarifs. Vous savez ce qui se fait sur le terrain? Les tarifs ne sont pas observés à Douala. Sauf à quel... voilà. Donc, non, à Yaoundé, peut-être même encore, oui, n'était pas appliqué. Et il y a eu que la brigade de répression est sortie pour frapper. Donc, il faut... nous, on a proposé d'ailleurs au réseau national des consommateurs, nous avons proposé que le ministre se joigne, le ministre du Commerce se joigne au ministre de l'administration de territoire pour que les sous-préfets et les préfets soient impliqués dans cette action, qui seul est abandonné aux délégués régionaux du commerce, qui ne peuvent pas, ils n'ont ni d'effectifs, ni les moyens nécessaires pour pouvoir sceller ou contrôler toutes les boutiques. Alors, or, en incluant, permettez-moi de finir, en incluant l'AT, on a dans chaque localité un sous-préfet qui, lui, a sous sa gouverne les forces de maintien de l'ordre et qui peut les mettre en mouvement à tout moment pour que, n'est-ce pas, telle ou telle autre mesure soit respectée. Je voudrais même, si vous permettez, ajouter que le sous-préfet, en ce moment-là, a des relais administratifs qui sont les chefs de quartier. Bien sûr, les chefs de quartier. Au contact. On le fait, on les met de côté. Est-ce qu'il suffit simplement d'avoir des actions concertées, des actions voulues par tout le monde pour que, malheureusement, qu'on ne vive pas ce qui est dans les marchés, des prix qui montent et qui mettent à mal la situation? Parce que M. Yala, qui est un défenseur des droits des consommateurs, ça veut nous dire que il faut pouvoir mettre en application les décisions concertées des ensembles de l'administration ou de toutes les administrations concernées par la situation qui se vit dans le marché. Il y a une abstention complice au niveau du ministère du Commerce. Je prends un exemple. Vous avez vu hier ou avant-hier, une brigade de répression de fraude du ministère du Commerce est descendue pour sceller une poissonnerie à Yaoundé. Donc, la même action peut être menée. Le ministère du Commerce descend à Bonabéry. Il y a une usine qui produit les whisky en sachet là-bas. Et scellé, c'est tout. Le sous-préfet de Moura n'aura plus de travail puisqu'il n'y a plus d'approvisionnement. Quand il n'y a pas de production, il n'y aura pas d'approvisionnement. Donc le sous-préfet de Moura va combattre le whisky en sachet. Il y a les frontières qui sont poreuses. Le whisky en sachet passe aussi par là. Non, le whisky en sachet est produit uniquement dans le monde au Cameroun. Il y a des voisins qui se font dans le monde de beurre dans le whisky frélaté, on le sait. Ne confondez pas le whisky frélaté, le whisky en sachet. Non, il est fait ici, en sachet uniquement au Cameroun. Et c'est une honte pour notre nation. Parce que nous, associations de consommateurs, avec l'appui des experts des questions sanitaires, on a démontré que, la liqueur ne peut pas être conservée dans du sachet parce que ça va dégrader la valeur intrinsèque du produit et aura des conséquences pour la personne qui consomme ce poison. Mais le ministère du Commerce, il y a eu une concertation entre le ministère de la Santé,
le ministre de l'Industrie et le ministre du Commerce ont signé un arrêté conjoint rendant d'application obligatoire la norme sur le conditionnement des liqueurs. Et on a dit les liqueurs doivent être conditionnés dans des bidons, sauf ceux en plastique et en sachet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des liqueurs qui sont conditionnés en plastique, dans les bouteilles, dans des récipients plastiques et dans du sachet. Nous disons que le ministre du Commerce est complice aussi, connaît cette situation. Nous avons déposé une plainte à la CONAC contre ces 3 ministres de l'époque. Le ministre de la Santé, Maman Fouda, le ministre des Mines et de l'Industrie, Boisbouvou, et le ministre du Commerce. Bon, le ministre de l'Industrie lui-même était allé, lorsque cette usine à Bonabéry a feu, il est allé consoler le patron de cette entreprise. Mais ce n'est pas rendu à l'école maternelle qui a subi les dégâts collatéraux dus à cet incendie. Vous voyez, il n'a pas essuyé les larmes d'un multimilliardaire, mais n'apporte même pas le réconfort aux enfants démunis, orphelins, du fait de la consommation par leurs parents de ce poison qu'est le Russie en sachet, mais il n'a pas consolé le milliardaire qui a cette industrie. Donc vous voyez qu'il y a trop de complicité, il y a ces rapports incestueux entre certains membres du gouvernement et des opérateurs économiques qui excellent dans la production des boissons et des produits non conformes. Nous disons qu'il faut que ça cesse et nous prenons en témoin le Premier ministre, le nouveau Premier ministre, de taper le poing sur la table et le président de la République de mettre de l'eau dans ce secteur parce que, les populations n'ont pas accès aux soins de santé. Quand vous allez dans l'arrière-pays, notamment dans mon département d'origine, le Mbamekim, en Tui, en Bagassina, le matin, tous les jeunes se lèvent avec un huissier en sachet dans la main. Il n'y a plus de force valide. Quand vous voulez même faire un chantier de construction d'une cabane au village, les jeunes ne sont plus valides. Il faut faire venir la main-d'œuvre de la ville. Tous ceux qui construisent dans l'arrière-pays font venir la main-d'œuvre de la ville parce que dans nos villages, les jeunes sont véritablement meurtris par cette consommation abusive des boissons non conformes. Et il n'y a pas de centre de santé. Ils font des crises chromatiques dues à la consommation abusive de l'alcool. C'est pourquoi le discours du président de la République du 11 février, à la veille de la fête 11 février, il avait fait cette adresse en disant que mettons en œuvre des actions pour ne plus exposer notre jeunesse à la consommation abusive de l'alcool. Mais ce n'est pas le cas. On constate que dans nos masses médias, la publicité des boissons alcoolisées avec un fort taux d'alcool prospère dans nos médias. Maintenant, vous n'allez pas venir chercher la loi sur la publicité l'interdit. La loi sur la publicité l'interdit. La loi 2006. C'est sur la consommation. On est sur la consommation des produits qui continuent. S'il n'y a pas attractivité et disponibilité, il n'y a pas la consommation d'un produit. Mais nous avons on a des marchés qui sont ravitaillés en produits et première nécessité qui sont véritablement fournis. Mais malheureusement, au lieu que les prix continuent à baisser, on voit une situation contraire. Vous étiez, par exemple, au Maghreb, et on a vu, en Tunisie, par exemple, on a juste augmenté 10 francs le prix du pain. Tout le monde est descendu dans la rue. Tout le monde est descendu dans la rue. Et on a boycotté la consommation du pain. Les boulangers et tous les acteurs ont été obligés à revenir avec l'État, à revenir sur le prix initial. Mais c'est la même chose en 2008. C'est pourquoi je dis que tous les ingrédients de 2008 sont réunis. Encore que... Il y a un problème accru de délestage en énergie électrique. Il y a un problème accru d'approvisionnement en eau potable. Il y a un problème accru d'infrastructures routières. Tout cela va pousser les populations au ras-le-bol. Et nous sommes en train d'atteindre le point critique. Merci. C'est pourquoi on interpelle donc le gouvernement. Parce que nous sommes dans le même bateau. Si ce bateau coule, il va couler avec nous. Les gens ne pensent pas que parce qu'ils sont au 3e, 5e étage, qu'ils ne vont pas vivre l'effondrement de cet immeuble. Nous qui sommes au bas étage. C'est pourquoi on dit l'inondation, mais après l'immeuble va effondrer. Donc il ne faut pas qu'il y ait effondrement parce que tout est réuni pour que l'étincelle de 2008 se reproduise cette année 2019. On tend donc la main à l'État, on alerte les pouvoirs publics d'être plus condescendants, d'être plus attentifs, parce que le comportement de condescendance qu'ils affichent, nous disons non à cela. Il faut maintenant, quand on est ministre de la République, comme le dit, on travaille pour la République. Alors Francis, vous n'êtes pas d'accord avec le point de vue émis par Aïssia Bena autour de
cette cristallisation de la société camerounaise qui a du mal à pouvoir joindre les deux bouts, à raison de cette situation qu'on vit dans les marchés? Non, écoutez, le constat est clair. Monsieur Abén a fait une lecture qui semble tout à fait exacte, mais maintenant, nous ne dessinons pas le diable sur la table, et c'est sur je vais dire, sur le mur, et c'est ce que je voudrais lui éviter. Donc, non, c'est pas, l'objectif n'est pas ça. L'objectif est le mieux-être et l'espace du Camerounais le plus petit possible, hein, que tout le monde se retrouve dans la République et que, n'est-ce pas, l'égalité des chances continue à être possible pour tous. Et quand on parle d'égalité des chances, autant pour moi, on parle davantage, n'est-ce pas, du pouvoir d'achat. On parle surtout de l'accès aux produits de grande consommation. Bon, alors, il y a des produits de première nécessité aussi qui sont d'ailleurs généralement très subventionnés par l'État. Malgré la subvention, ils continuent à subir des... Je dis qu'ils sont souvent très subventionnés. Alors, mais moi, ce que je voudrais davantage dire, c'est que les mesures la mesure a été prise. Le ministre, oui. Non, il est subventionné. Le ministre a fait une sortie. Il a pondu un communiqué. C'est une chose. Maintenant, il faut que cela s'applique. Et c'est ça, moi, mon problème. C'est ça notre préoccupation au réseau national des consommateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons commencé à mener un certain nombre de réflexions avec les administrateurs locaux, sous-préfets et préfets, pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner dans la dénonciation que nous allons commencer demain lundi. Parce que dès demain lundi, nous sommes sur le terrain, nous allons écumer les commerces, les marchés, les magasins, point par point, et nous aimerons que chaque fois que nous aurons dénoncé un magasin, une boutique, un commerce qui ne pratique pas les tarifs homologués, publiés, officiels, que le sous-préfet de la localité ou le préfet prennent des mesures pour sceller. Alors, des mesures conservatoires, mais attendez, monsieur Abéla. Alors, monsieur Toli, très souvent, les actions comme celles qui sont énoncées aujourd'hui, hier, M. Abena a réuni la presse nationale autour d'une action qu'il a appelée halte à l'augmentation, à la vie chère. Et aujourd'hui, on apprend ici à travers notre très cher ami Francis Eyala qu'il y a des actions qui vont être entreprises dès lundi pour non seulement traquer, mais dénoncer également ces commerçants, permettez-moi de les appeler véreux, parce qu'on semble dire que c'est à eux la situation de la spéculation qu'on vit dans les marchés. Mais davantage, est-ce qu'il faut toujours attendre des situations comme celle que nous vivons aujourd'hui pour justement voir ces associations sortir et puis nous brandir? Nous sommes là pour vous défendre votre cause, on est là pour davantage essayer de porter, de plaider votre situation auprès des pouvoirs publics. Monsieur Moutoumé, ce qu'il faudrait déjà que nous sachions, c'est que le ministre du Commerce, c'est le régulateur. Dans son action de régulation, il encadre et il sanctionne. Lorsque il y a absence de régulation, c'est l'anarchie qui règne. C'est pourquoi on se retrouve avec des commerçants véreux, ci et là, en fonction des différents secteurs d'activité. Peut-être que nous nous attardons là sur du poisson, du lait, du riz, du truc. Mais c'est sur toutes les denrées. C'est des produits, oui, mais c'est des produits qui sont de grande consommation. Oui. Voilà. Mais je voudrais remarquer que c'est idem sur tous les produits de consommation. J'irai un plus loin en disant que c'est le cas dans presque tous les secteurs d'activité de notre pays, autant que vous alliez d'un ministère à un autre. Mais moi, je voudrais revenir un peu avec M. Eyala pour me demander si, est-ce qu'au finish, tout ce qui a été décrié avant la présidentielle dernière et qui est toujours décrié jusqu'à date, le problème de malgouvernance, est-ce que ce n'est pas finalement le problème de malgouvernance qui prend d'assaut notre pays depuis très longtemps? Parce que je crois que le climat ambiant de notre pays actuellement fait ressortir des faits. Et nous savons tous ce que c'est que les faits sont sacrés. Ces faits démontrent que le malaise est palpable. Les populations se plaignent.
Seulement, nous ne dessinons pas le diable sur le mur, mais seulement, est-ce qu'il n'est pas logique, je parle là de bon sens, de se dire, comme M. Abena, que les ingrédients de 2008 sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsqu'on l'a dit, c'est une façon d'interpeller davantage, parce qu'on le fait depuis très longtemps, des aînés avant nous. Que ceux qui dirigent, notamment M. Luc Magloire Tangana, qui m'a coupé l'herbe sous le pied, j'allais également évoquer cet exemple. À l'usine qui fabrique ces whisky en sachet à Bonabéry, il a fait une descente là-bas. C'est pour venir constater qu'effectivement, un opérateur économique a perdu et tout. Voilà. Vous voyez, quand même oui, une plus-value. Sauf que, est-ce qu'il faut apporter la plus-value en détruisant? L'État a le rôle d'assurer la santé aux populations. C'est un droit régalien de l'État. C'est son rôle. Si l'usine qui produit le whisky en sachet est dans nos villages, c'est autant vrai chez vous, M. Abena, dans votre village, autant que chez nous autres. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Que les jeunes dans nos villages se livrent à l'alcoolisme. Et le premier élément de leur consommation, c'est le whisky en sachet. Parce que c'est moins cher et ça court les rues. C'est du méthanol. Est-ce qu'il faudrait se dire que parce que cette entreprise, ou alors ces entreprises, produisent une plus-value, en même temps, détruire notre pays, ces jeunes qui sont le fer de lance de la nation. Est-ce qu'il ne faut pas là opérer un choix pour la survie ça, c'est au niveau de la des nation. instances gouvernantes du pays. C'est une proposition qui est faite. Mais oui, mais M. Abena, il faut qu'on sorte de ce oui, mais pour sortir, M. Abena, je voudrais revenir quand même sur la question que vous avez posée à notre frère tout à l'heure sur est-ce qu'il faudrait toujours que le gouvernement sorte pour que les associations de consommateurs... Non, il faut comprendre une chose. Les associations... Les associations de consommateurs sont... Reconnaissez d'abord que le ministre a fait une sortie dans laquelle il rappelle Monsieur alors Moutomé, les autres sur les prix applicables sur le marché. Alors que ces prix sont toujours chers. Monsieur Moutomé, les associations des consommateurs sont des organisations de réflexion et d'action. Nous n'allons pas... quand nous faisons une sortie, elle a été pensée et elle est coordonnée et elle est encadrée. Donc, quand nous intervenons, c'est parce que le ministre a déjà été saisi par nous en amont. Nous saisissons le ministre. Comment est-ce que le ministre fait pour savoir que les tarifs sont en train de fluctuer sur le marché? Mais il les voit. Non. Je vous explique que nous remontons l'information et M. Abena ne peut pas me le dire, va vous le confirmer. Nous remontons l'information jusqu'au ministère parce que nous avons la capacité, la possibilité de le rencontrer pour lui dire. Alors, et c'est à partir de ce moment qu'il décide, lui, de faire une sortie, de convoquer les acteurs de la filière pour examiner la question. Alors, Alissa Abena, le ministre, en décembre et même en début d'année, a opéré une sortie dans les espaces, on va dire quoi, les producteurs, les acteurs de façon globale, pour davantage rassurer les populations sur que les produits de grande consommation sont disponibles. Donc, il n'y aura jamais, il ne pourrait pas avoir cette situation, si j'emprunte l'expression de M. Yala, cette fluctuation. Si on en est arrivé, est-ce à dire que dans les magasins, il n'y a plus rien? Mais il y a augmentation sur le marché, c'est un constat clair et net. Il faut rappeler que moi, je trouve le communiqué du ministre sur l'homologation des prix, notamment du riz poisson. Mais vous allez constater qu'il ne cite que 2 villes. Donc pour lui, le Cameroun, c'est Douala et Yaoundé. Il ne cite que 2 villes. Un ministre qui, lui, plus c'est agent commercial pour l'inauguration des grandes enseignes, internationales. Non, mais pourquoi c'est un autre débat? Vous avez déjà vu le ministre est déjà allé à Yoko, par exemple. Il était à Bouddha l'autre jour pour le lancement de la campagne cacaoyère, je pense. Il s'est rendu dans les localités pour davantage inciter les uns et les autres à continuer à produire pour que le Cameroun soit compétitif
sur la scène internationale. Moi, j'aimerais, il faut qu'il y ait une refonte dans les attributions du ministère du Commerce, dans sa promotion pour le Made in Cameroun, notamment la cacaoculture. Il faut qu'on affecte ça à l'agriculture, parce qu'il y a trop de doublons. Il y a le Minadé, il y a le Minpia, il y a. Donc, pour revenir à la question en disant que le ministre du Commerce ne peut pas homologuer les prix pour deux villes. À Garoua, le prix, c'est quoi? Il a des représentants là-bas. Il a une délégation à Garoua, il a une délégation oui, parce que à Maroua. d'autres villes vont se dire, nous ne sommes pas concernés. Il a c'est cité qui que Douala fait et en sorte Yaoundé. que nous, quand nous portons sur la table les doléances des consommateurs, ce n'est pas toujours ceux de Douala et de Yaoundé. Parce que ici, on sait que la brigade de répression de fraude sillonne les grandes surfaces, les distributeurs, les commerçants au marché Mbopi, Fundi. Mais à Bamenda, ça se passe comment? À Molundu. À Garoua, c'est comment? Hein? À Yoko, c'est comment? C'est pour dire que le ministre, quand on homologue un produit, le prix d'un produit, il faut que le prix doit être connu sur l'échelle nationale. Ce n'est pas le cas. Le litre du carburant est connu sur l'échelle nationale. On sait qu'à partir de Garoua, il y a une fluctuation peut-être de 50 francs ou de 25 francs, de même que pour le gaz parfois butane. de 2-3 francs. Hein, donc, voilà. c'est un exemple pris. Mais maintenant, pour le paquet de sucre, on consacre le monopole à une seule entreprise qui elle-même n'arrive pas à atteindre sa capacité de production installée, les 130 000 tonnes, qui importe pour combler son déficit de production. Mais on empêche à d'autres acteurs de pouvoir importer pour satisfaire les besoins des consommateurs, notamment du Septentrion. Dans un mois et demi, nous allons entrer dans le Ramadan. Nous disons que tous les ingrédients de 2008 sont réunis. Le pouvoir d'achat des consommateurs s'est effrité. Le panier de la ménagère est vide. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Uniquement le 800 sachets que le ministre du Commerce y a laissé. Il n'y a plus rien. L'eau potable ne coule pas de nos robinets. L'électricité, il y a des villages qui ont déjà fait 8 mois sans électricité. Moi, je vous dis, je prends l'exemple toujours de ma région. Il n'y a pas... Sortons de ce débat et évitons de faire un débat nombreux. Non, on prend l'exemple. Non, mais on ne fait pas de débat nombreux. Ce n'est pas un débat nombreux, c'est pour prêcher par l'exemple en disant que oui, le cas pratique, parce qu'il n'y a pas de théorie sans pratique. Vous faites un cas pratique sur Douala. Oui, vous mais avez fait hier une communication. On est sur Douala, mais ceux qui nous écoutent ne sont pas sur Douala. Oui, on interpelle les pouvoirs publics parce que l'arrière-pays, ça ne va pas. L'arrière-pays est délaissé. La vie ne s'arrête pas à Douala et Yaoundé. D'accord, merci à vous. Monsieur Touré, pour sortir de ce débat, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des prix qui sont acceptables, qui sont véritablement concertés autour de cette consommation des produits? Bien, je ne vais pas évoquer des solutions miracles. Je pense que les responsables des associations de consommateurs, de la protection des droits des consommateurs ici présents ont évoqué moult propositions. Moi, je voudrais simplement dire que entre la coordination des différentes actions qui peuvent émaner de plusieurs ministères, dans la mesure où, naturellement, la consommation est transversale, touche plusieurs ministères. En plus de cette coordination-là, également le fait que des décisions de gouvernance soient prises à l'effet de favoriser le bien-être du consommateur. Parce qu'au vu de ce qui se passe, on a essayé, peut-être pas faire le tour, mais autant que a pu se faire durant l'heure qui s'est passée, de se rendre compte qu'il y a un réel problème de gouvernance. Alors, si le ministre, qui est là pratiquement depuis 15 ans, ne peut plus parce qu'il est essoufflé, que le chef de l'État lui trouve un remplaçant qui va appliquer les décisions que lui n'a pas créées. Parce qu'il faut le rappeler, lui, le ministre, n'a pas créé que la gestion de la consommation du prix doit se décider comme M. Eyala évoquait tout à l'heure. C'est une sorte de tripartite qui doit être évoquée. Donc le ministre n'invente rien. Ce qu'il a fait, c'est de prendre des décisions idoines qui incombent à son poste. Les décisions, elles seront suffisantes pour ramener de l'ordre dans la maison? Non, non, non. Il y a bien d'autres secteurs qui posent problème. Et M. Abena en énumérait tout à l'heure pour dire qu'en réalité, nous, ce que nous demandons au réseau national des consommateurs, c'est que
la coordination de l'action de l'État se fasse et se fasse de façon efficace. Que quand il y a des décisions qui vont être prises et qui doivent avoir un impact national, que toutes les parties prenantes de la chaîne soient impliquées. Vous ne pouvez pas penser que vous allez arrêter la décision du, je sais pas moi, le prix du pain par exemple, sur le territoire national et penser que le seul ministère du Commerce pourra faire appliquer ce prix tant que vous n'avez pas saisi l'administration du territoire. Je parle notamment de l'AT, qui est le ministre régalien de la gestion des territoires. C'est à lui qu'incombe en matière de gestion opérationnelle et sécuritaire du territoire. C'est lui qui engage la gendarmerie, c'est lui qui engage la police. Dans des, oui. Non. Ils sont à sa disposition. Le ministre du Commerce et la brigade de répression, vous les avez vus sur le terrain? Est-ce qu'ils marchent avec un seul gendarme? Mais ils peuvent pas la demande. Je veux vous dire que à ce niveau, à cet état de la situation, voilà, à cet état des choses, on ne peut plus seulement laisser les individus ordinaires, les civils, aller régler la question. Parce que je vais vous expliquer. Vous ne pouvez pas débattre. De nombreux, non, il y a de nombreux, mais il faut dire les choses. Il y a même de nombreux deals dedans. Je vais vous dire qu'il y a des gens, des délégués qui ne vont pas faire le travail. Il y a des délégués qui vont même aller, attends, il y a des risques de corruption et autres, machin, qui peuvent fragiliser l'action du ministre, qui la prend en amont et qui veut qu'elle s'applique sur le territoire national et qui, dans certaines régions, ne peut pas se faire parce que, je ne sais pas, tel ou tel autre de son représentant aura pris de l'argent, aura laissé que l'application des tarifs ne se fasse pas. Pour dire que... En ce moment-là, ça crée une impasse aussi. Le ministre doit sévir. Non, c'est de ça qu'il s'agit. On va pas revoir le débat. Merci beaucoup. Il faut contrôler cet état. Le ministre doit on contrôle l'action. On a délégué des pouvoirs, mais il faut contrôler. Pour être sûr que ça se passe bien. Voilà, il faut que les actions se passent très bien sur le terrain et pour permettre à ce que les consommateurs puissent ne plus vivre la situation actuelle dans nos équipements marchands, les équipements où malheureusement le panier de la ménagère est de plus en plus léger. Ce panier doit retrouver sa grosseur, sa taille et sa contenance habituelle au sorti de février 2008. On est d'accord qu'on veut tout faire pour éviter une nouvelle situation de crise et même de meute liée à la faim. Alors, on va ouvrir le deuxième sujet, si vous le permettez bien. Celui-là, il rapporte toujours avec la consommation, mais cette fois-là, on parle de transport interurbain. Ici à Bena, le ministre des Transports, Jean-Ernest Bibéhé-Masséna, avait déjà opéré une certaine sortie il y a quelques semaines pour rappeler à l'ordre les agences de voyage, parce que ces agences allaient très vite sur la route. Aujourd'hui, ils tapent pratiquement du planche sur la planche. Oui, il faut rappeler que le ministère du Commerce a installé des radars, notamment sur l'axe... Le ministère du Transport. Le ministère du Transport a installé des radars sur l'axe Douala-Yaoundé et avait donné des cartons jaunes à certaines agences de transport interurbain. Mais la sortie dernière du ministre Ernest Bibéhé, il faut rappeler que moi je félicite son initiative, mais ça sera difficile. Pourquoi? Parce que il a suspendu les agences parce qu'elles n'ont pas été en règle administrativement. C'est ça l'objet de la suspension. C'est-à-dire, on demande aux agences de venir régulariser leur situation administrative. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la licence, elle est en règle? Et nous demandons au ministre du Transport de faire en sorte que la validité d'une licence de transport soit de 2 ans. Parce que chaque année, renouveler, ça ne sera pas évident. C'est bon déjà, comme il est arrivé avec cette dynamique, de mettre tout le monde sur les règles de l'art, que tout le monde travaille dans les règles de l'art, c'est-à-dire et de la documentation administrative à jour. C'est de cela qu'il est question. Maintenant, il y a des agences qui n'existent plus, que j'ai vu être sanctionnées dans ce communiqué. Il y a par exemple Avenir du Noun qui n'existe plus, qui a muté à Avenir Voyage. Il y a Avenir de Bamboutos qui n'existe plus. Donc, sûrement, les équipes du ministère du Transport sont descendues, ont vu des plaques et ont cru que ces opérateurs-là étaient toujours fonctionnels. Ce n'est pas le cas. On observe aussi que sur le terrain, certaines
nouvelles agences s'implantent sur des sites appartenant à des anciennes agences Pourquoi? sans véritablement changer de nom. Voilà. Signe. Vous allez remarquer que l'homologation d'une agence se fait sur un trajet. C'est-à-dire, si vous êtes homologué Douala-Yaoundé, vous devez avoir la documentation administrative, c'est-à-dire la licence pour le transport du trajet Douala-Yaoundé. Si la même agence, oui, si la même agence fait Douala-Yabassi, vous devez avoir une autre licence pour vous homologuer sur ce trajet. Ce qui fait en sorte que si une agence fait 10 trajets, elle doit avoir la licence sur les 10 trajets. Vous allez constater que si une agence voit son nom apparaître dans l'interdiction ou bien la suspension d'un trajet, l'agence va se rabattre dans un autre trajet où le sous-préfet ou le gouvernement, les pouvoirs publics ne pourront pas appliquer. En disant que bon, celui qui n'est pas suspendu est autorisé. Ce qui fait en sorte que c'est très difficile. Il faut un fichier national des trajets interurbains. Ensuite, les agences qui ont la capacité nationale puissent avoir une licence nationale. Et de deux, cela ne suffit pas. Pourquoi? On va arriver tout à l'heure, on va y arriver tout à l'heure. Monsieur Toueli, on le sait, en fin d'année 2018, journaliste Ngalé Bibié Masna a tiré déjà l'attention de ces compagnies de transport interurbain autour de la régularisation de leur situation administrative. Un communiqué a commencé à sortir en septembre. On préparait, où on était en pleine rentrée scolaire, alors qu'on avait déployé l'opération de sécurisation des routes à raison des retours pour le retour en salle de classe. Mais également, il avait donné 3 mois, donc de septembre à décembre, soit janvier, pour que tout le monde soit en règle. Mais malheureusement, nous sommes en mars, pratiquement en fin mars, plusieurs agences ne sont pas allées régulariser la situation. Pourquoi? Comment comprendre que des entreprises qui mettent en route des véhicules avec à l'intérieur des passagers, donc des vies humaines, des familles, ne soient pas en règle pour pouvoir circuler aisément sur ce triangle national? Ça relève simplement de j'allais dire, excusez-moi le terme, hein, de la folie. Pourquoi? Avant, le ministre Jean-Enes Masséna Ngalé Bibié, son prédécesseur, déjà interpellait, déjà ses prédécesseurs interpellaient déjà les transporteurs interurbains à l'effet de se mettre en règle. Parmi ces prédécesseurs, il y a eu Robin Kili, il y a eu Edgar Lingbengo avant. Fayengo, oui, Fayengo. Voilà, tous ont sommé, chacun en son temps, ces transporteurs interurbains. Moi, je voudrais simplement dire que ce qui revient tout le temps, lorsque vous lisez les communiqués passés, c'est un peu pourquoi je parle de folie. Folie pour tous les camps, autant les transporteurs que même les pouvoirs publics. Parce qu'il est quand même incompréhensible qu'on sache que pour que ça fonctionne, il faut que les gens soient en règle sur le plan administratif et qu'il faudrait également que sur le plan du suivi, pour éviter qu'il y ait des accidents, et même sur le plan infrastructurel, mais que justement rien de bien sérieux ne soit fait pour parvenir à cet état de choses. Autant on parlait tout à l'heure du consommateur pour assurer sa survie et son bien-être, autant on parlera du consommateur, c'est-à-dire le transporté, le citoyen, pour dire que en ce moment-là, c'est même plus grave. Parce que le citoyen qui est transporté dans ces agences court le risque de perdre sa vie. Et Dieu sait que nous perdons beaucoup de compatriotes chaque année. Je voudrais évoquer un élément qui permettra certainement que nous ayons moins d'accidents sur nos routes. C'est une réelle politique sur nos infrastructures. Nous avons M. Cabral Libi, le coordonnateur national du mouvement 11 millions, qui était candidat à la dernière élection, qui proposait dans son projet politique la construction de 1000 km de routes par an. On aurait 5000 km en 5 ans. Et il faisait la démonstration que c'est faisable au vu des ressources de notre pays.
Je voudrais revenir maintenant au sens premier de votre question sur le pourquoi de cet état de choses. En réalité... on aime rester mesquin au Cameroun? Oui, nous aimerions croire que ces différents ministres, jusqu'à celui actuel, ne sont concernés en rien dans ce qui se passe entre les transporteurs et leurs services. Nous aimerions croire. Si cela est avéré, qu'ils tapent la main sur la table véritablement et que l'agence qui n'est pas en règle sur le plan administratif et qui ne respecte pas les règles de sécurité minimales pour transporter les citoyens camerounais soit purement et simplement fermée. Ça c'est pas difficile à faire. Alors, mais pourtant, maintenant, je voudrais chuter, si vous permettez, M. Moutoumé. Mais lorsque nous avons l'impression que le ministre a sorti un communiqué, je pense que c'est mercredi ou jeudi, un énième, qui interdit une quinzaine d'agences. Il est allé de région en région. Voilà, et que moi je sors de Yaoundé à mi-chemin, hier en partant à mi-chemin, à un aire de repos, que j'entends un gendarme de la République s'exclamer. Mais cette agence que je vois là, je préfère taire le nom de cette agence. N'a-t-elle pas été interdite hier? Mais vraiment, ce pays... Dans une région, mais peut-être permise ailleurs. Non, interdite. Dans l'axe Douala-Yaoundé. Vous comprenez? Ça pose un réel problème d'autorité, même du ministre. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Alors, et cela m'interpelle. Les mesures ministérielles ont du mal à être implémentées, ont du mal à être véritablement appliquées. On se souvient que des agences avaient été sanctionnées à des périodes allant d'1 mois à 3 mois. Ces agences sont restées fermées. Pourtant, la mesure du ministre Jean-René Singala-Bibé est précise. Il enjoint ses délégués régionaux au respect strict des suspensions. Donc, ces entreprises sont suspendues sur une période bien déterminée. Malheureusement, au lendemain même, ou alors qu'alors, la mesure va même plus loin en disant qu'elle prend effet immédiatement. On a trouvé ces agences en plein fonctionnement, comme si tout était normal, comme s'il n'y avait rien. Et voilà pourquoi je vous parlais une fois de plus de, n'est-ce pas, l'efficacité de l'action gouvernementale au niveau de sa coordination. C'est-à-dire que vous avez pris une mesure, le ministre des Transports prend une mesure qui doit s'appliquer sur le territoire national. Et il demande, il instruit ses délégués régionaux à faire appliquer la mesure ipso facto. Mais malheureusement, la mesure n'est pas appliquée. La preuve, voilà quelqu'un qui fait Douala Yaoundé et qui se rend compte que la mesure n'est pas appliquée. Mais pourquoi elle n'est pas appliquée? Parce que vous n'avez pas conféré à cette mesure tous les pouvoirs de police. Mais il le faut. Mais il le faut. Si le ministre des Transports s'était rencontré avec le ministre de l'administration du territoire pour lui dire... Oui, je vais dire que toutes ces parties, la police, la DGSN et autres, pour leur dire, voici les mesures que je prends, il faut qu'elles soient appliquées. Il faut qu'ensemble, on puisse réussir cette opération. Qu'on donne à ça un nom, une opération coup de poing, je ne sais pas quoi, et que ça parte. Mais mon cher ami, vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un. Parce que tous les services de police sont informés. Tous les services de gendarmerie sont informés. Tous les services de renseignement sont informés. Mais tout de suite... Mais on a souvent vu également des opérations comme celle-là, en voyant sur le terrain des représentants scellés. Pour déceler sur la structure même. Mais c'est de ça que je parle. À ce moment-là, le patron de la région, le patron du département, le patron de l'arrondissement sont mis en branle. Ils sont dans l'action. Et les résultats sont tout de suite probants. Or, quand lui, il prend la mesure à son niveau, il envoie ses délégués... non, le gouverneur, il sait qu'il y aura une opération, mais vraiment, il est dans son... Il n'est pas directement concerné. Mais pourquoi est-ce que j'arrive. Maintenant, respecter une mesure qui est prise par elle ne respecte pas parce que l'État a mis sur pied un mécanisme de fonctionnement qu'on appelle la tolérance administrative qui lui joue ses tours aujourd'hui. La tolérance administrative est devenue la règle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, ok,
On comprend que c'est difficile. Nous sortons d'une période un peu difficile, il faut relancer. D'accord, on va faire pédale douce. Mais dans cette pédale douce, les gens ont dit que non. C'est comme ça que ça fonctionne désormais. Ça fait qu'aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un de se remettre sur les rangs, mais il vous dit que non. On a toujours marché par la tête, on va marcher par la tête, on a toléré. Mais ce n'est pas dire que c'était la règle. Pour dire qu'il pose un problème sérieux, celui de la tolérance administrative, il pose davantage un autre problème, c'est celui du respect de la règle. Quelles sont les règles? Quel est le cadre réglementaire défini pour opérer en tant que... Non, laissez-moi finir. Pour opérer en tant que société de transport ou compagnie de transport terrestre. Voilà, vous devez remplir telle condition. Vous ne les remplissez pas, vous n'êtes pas éligible. Et puis c'est pour ça que je dis, le ministre Ngalé prend une très bonne décision, c'est à féliciter, mais ce n'est pas terminé. Il faut aller plus loin. Et ce plus loin, c'est coter ce dossier aux autres administrations, et notamment à l'administration du territoire, qui devrait l'accompagner efficacement dans la mise en action de mesures qui viennent prendre. Il reste à peu près 7 minutes, si la réalisation nous le permet, 7 minutes pour pouvoir mettre un terme à ce programme. C'est 1h30, 90 minutes. Et à la suite, il y aura une autre émission, Bantou, une émission de divertissement et d'animation sur la télévision du monde. Donc chacun de vous aura droit à pratiquement 1h30 chrono en main pour respecter le timing de la réalisation, pour définitivement sortir de cette émission. Bien évidemment, Alicia Bena, permettez-moi de commencer par vous autour de cette problématique. Les compagnies ne s'exécutent pas, elles ne respectent pas les normes en la matière, mais il faut bien que les compagnies puissent exister sur le terrain. Est-ce que la tolérance administrative peut permettre à ce que malheureusement qu'on arrive à la situation qu'on vit aujourd'hui, ou alors pour permettre à ce que la mesure prise par Jean-Ernest Galvide et Massina soit efficace, que faut-il faire concrètement? Oui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est simple, il faut subventionner le secteur. C'est-à-dire là, on va éliminer ceux qui, la mauvaise grain, on va extirper la mauvaise grain de livret. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Mais on se rend compte que tout le monde est mauvais dans le secteur du transport. Non, on ne peut pas laisser, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un déficit créa en matériel roulant au Cameroun. C'est-à-dire, si vous allez, parce que les gens s'arrêtent seulement à Douala, Yaoundé, peut-être Garoua. Si quelqu'un veut faire Douala, vous avez vu une agence de Douala Yaba, c'est suspendu. Si on suspend, c'est les populations elles-mêmes qui vont marcher. Vous avez vu le tronçon Douala Yaba, c'est une agence est suspendue. Est-ce qu'une agence a rempli la conformité administrative? Non. On prend le même cas. Peut-être Saantui ou bien Ombessa Yoko, vous avez vu une agence, ça va être suspendue. Il n'y a pas d'infrastructure routière. C'est-à-dire, on ne suspend que là où il y a un semblant d'infrastructure routière. Donc, si on veut appliquer la norme à tout le monde, mettons tout le monde dans le sac. Donc, il faut mettre la charrue avant les bœufs, il faut les infrastructures routières. Et deux, subventionner le transport. Le transport, c'est une mission régalienne de l'État du Cameroun. Aujourd'hui, il n'y a plus de mobilité. Les Camerounais n'arrivent pas à se mouvoir. Pourquoi? La voie aérienne, Cameco, a les problèmes qu'on connaît. Il n'y a plus d'avion. Sans publicité. Oui, non, c'est une compagnie nationale. Oui, sans publicité. La voie ferroviaire, ça n'existe plus. Transport, Douala, Yaoundé, Intercity, avec l'accident après Manaï, a mis la clé sur le paillasson, mais on nous fait la plusieurs tous les jours des locomotives qui sont là. Même le train voyageur Yaoundé-Ngaoundéré va lentement, les populations sont abandonnées elles-mêmes toujours sur ce tronçon avec des déraillements et des retards. Donc, et la voie terrestre maintenant qui reste. Pas de route. Le triangle Douala-Yaoundé, Bafoussam-Douala, pas de route impraticable. On devait organiser la Coupe d'Afrique en juin. Donc toutes les infrastructures routières devaient être prêtes fin mars. Et tous les chantiers devaient être livrés fin mars. Nous sommes donc en fin mars. On voit la réalité de notre pays. Donc c'est pour dire quoi? Qu'il faudrait que l'État, qui a un gouvernement pléthorique, puisse aussi faire une cure pour dégager des moyens pour subventionner le transport. Il faut rappeler qu'un véhicule de transport coûte minimum 25 millions de francs CFA TTC. Donc quand un opérateur fait l'acquisition d'un véhicule, ce n'est pas être conforme administrativement qui pourra le dépasser. Donc il faut mettre des conditions idoines pour que le matériel
roulants qui sera sur nos routes soit neuf, et de deux, que les agents de prévention routière, si vous allez là maintenant, Douala Yaoundé, Douala Bafoussam, vous n'allez voir aucune voiture mise en fourrière. Aucune voiture n'est mise en fourrière par les agents de prévention routière. Donc ça veut dire que tous les véhicules qui roulent sur cette tronçon sont conformes. Donc on ne peut pas en même temps que le ministre qui a la volonté d'assainir, mais que au sein de son ministère, il y a encore des agents véreux, cela va plomber son travail, raison pour laquelle il faudrait que le ménage commence de l'intérieur. Alors, le ménage doit pouvoir commencer de l'intérieur, mais tout à l'heure, M. Aïssi avait semblé nous donner l'impression que malheureusement, les opérateurs, eux, sont sains, alors que pourtant, on sait également que dans ce secteur-là, les opérateurs sont, permettez-moi l'expression, hein, les plus à même à trouver toujours les contournements, les voies de contournement pour éviter de faire face à l'autorité administrative. On sait qu'il y a des entreprises, par exemple, qui fonctionnent. Lorsqu'elles sont tapées, rapidement, elles ont changé de nom, elles commencent à fonctionner. Sur le prisme, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, de la tolérance administrative. Est-ce qu'on doit pouvoir continuer à rester en tolérance administrative au risque de perdre des vies, au risque de mettre pratiquement tout un secteur en difficulté? Oui, je ne voudrais pas jouer les avocats de M. Abena, mais si je l'ai bien compris, je pense qu'il ne disait pas que les transporteurs sont exempts de tout reproche, mais seulement que... Il nous a dit que si un véhicule coûte 25 millions pour le mettre en circulation... Il nous a dit qu'un véhicule coûte 25 millions lorsqu'on le met en circulation, donc ce n'est pas la régularisation sur le plan administratif qui devrait vous causer un problème. Pourtant, elles ne se sont pas exécutées, les compagnies. Sauf que le mauvais état de route, le mauvais état infrastructurel fait en sorte que les consommateurs surfent justement sur cet état de choses, sachant que la tolérance administrative, qui aujourd'hui est devenue la norme et que la norme a été écartée, leur sera appliquée. C'est en fait ce que moi j'ai suivi. Ils surfent. D'accord. Volontairement. Et c'est de bonne guerre. Voilà, c'est de bonne guerre, on va dire. Et je veux apporter l'eau dans ce mot-là en disant que l'État demande aux entreprises d'être en norme. Mais si vous prenez le tronçon, par exemple, Douala-Bafan, il y a un péage. Il n'y a pas de route entre Kekem et Bafoussam. Mais on paye, les droits de péage. Même chose au Nord Cameroun. On paye le droit de péage. Le péage est un retour sur investissement. Ce n'est pas une subvention qu'on accorde à l'État. Donc c'est un retour sur investissement. Il vous reste 15 secondes. Donc en fait, je voudrais dire que hier, on parlait de gouvernance et de laxisme de la part du gouvernement. Nous nous rendons clairement compte encore au sortir de ce sujet que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Alors, il est plus que urgent, il l'a dit, je vais le suivre sur cette lancée, il est plus que urgent que l'État du Cameroun coordonne ses ressources pour pouvoir extraire de ces ressources, c'est vrai, la loi des finances est en cours déjà, mais que les infrastructures, les 1000 km de route que M. Cabral-Libye a démontré qu'elles étaient réalisables, que ces 1000 km de route, notre gouvernement qui déjà essayé de surfer sur certaines de ses propositions, surfe sur celle-là aussi. Merci à vous. Le pays est des infrastructures. Oui, écoutez, moi je suis de Molundu. Je pars de Douala pour chez moi, cela me fait 1250 km. Et sur les 1250 km, j'ai à peu près 800 km non bitumés. C'est-à-dire que de Bertois jusqu'à Molundu, vous avez Bertois, Batouri, Yokadouma, Molundu, c'est pratiquement 600-750 km de zéro bitume. Il n'y a pas de bitume, nous sommes dans une route de fortune qui a été entretenue par, qui a été mise en place par les sociétés forestières pour sortir du bois. Et je peux vous dire que les véhicules là-bas, c'est les anciennes Saviem. Vous connaissez les véhicules avec lesquels on nous livrait du pain à l'époque, quand nous étions tout petits, à Douala et en Koursamba. Donc c'est eux, les Renault Saviem, c'est ce véhicule-là qui a été aménagé pour le transport. C'est presque incroyable. Les routes, il n'y en a pas. Donc pour sortir de l'auberge, avec ce que nous avons, le peu d'infrastructures routières que nous avons, première chose, c'est que le ministre a pris des mesures. Il faut que ces mesures soient appliquées. Pour cela, il faut absolument qu'une mission conjointe, mine transport, minage, gendarmerie, police, travaux publics, se mettent en place. C'est la première chose. Il faut que cette commission-là se mette en place et
sur le plan opérationnel, commence à acter les décisions. Et on verra les résultats. Tout de suite, première chose. Deuxième chose, zéro subvention. Que cet argent que M. Abena demande, qu'on envoie pour subventionner les opérateurs non, mais que cet argent soit utilisé pour reprofiler les routes ou pour créer de nouvelles routes. Ça ne sert à rien de leur donner de l'argent. Je vous amène dans une petite péréquation. Une toute petite péréquation. Un bus de 70 places, c'est Douala-Yaoundé, pour 5 000 francs par personne, c'est 700 000 francs sur un aller-retour. Oui. Un voyage, c'est 700 000. Qu'il fasse 2 voyages par jour, ça fait 1 400 000. Vous avez une flotte de 10, ça vous fait 14 millions de net revenus. J'ai dit bien l'argent net qui rentre dans vos caisses, c'est 14 millions par jour. Charge comprise. Mais écoutez, on n'a pas, je vous dis par jour ce que vous avez déjà. On fait des grands signes à la réalisation. Maintenant, je vous fais remarquer qu'en termes de consommation, les véhicules que vous voyez là, ceux que nous connaissons, les 21-30, ne consomment pas du tout. C'est-à-dire que vous avez là à peu près... alors, je veux dire que les compagnies, celui qui veut faire dans le transport doit se réglementer. Et s'il ne peut pas se réglementer, on le met de côté. On a vu des jeunes agences, des jeunes compagnies qui sont arrivées, qui ont commencé avec 5, 10 bus, aujourd'hui qui ont des véhicules de dernière génération, entièrement climatisés. Vous savez de qui je parle? Oui. En van, qui aujourd'hui ont une flotte de plus de 50. Mais eux, ils ont fait comment? Pourquoi les autres ne veulent pas suivre le bon exemple? Pourquoi il faut toujours jouer au petit malin? Il faut se réglementer. Vous ne vous réglementez pas, on vous met à l'écart, on vous ferme et on donne la chance à ceux qui, eux, ont choisi d'investir pour que le pays avance. Merci à vous, messieurs, d'être venus politiquement correct de ce dimanche. Merci à vous. Quelques soucis avec notre numéro de téléphone qui nous envoie des messages coupés ou à doublons et on a du mal à pouvoir les lire. Merci à M. Etoli qui a quand même pris la route très tôt ce matin pour être là. Issa Bena, merci encore. Vous aviez un cadeau pour nous ce matin, monsieur. Oui, il faut rappeler que... merci à Francis et Yalan. Écoutez, je vous remercie. Les Foucault Awards. Merci encore. Les Foucault Awards, monsieur Moutomé avait été absent parce qu'il y a 1 an, ce monsieur que nous suivons de temps en temps et qui fait de bonnes choses pour les téléspectateurs que nous sommes, un prix lui a été décerné, un prix d'excellence et surtout un prix de courage, malgré la situation malheureuse qu'il a connue l'année passée avec la perte de sa femme, mais il a gardé toujours le cap, il a gardé son professionnalisme et nous vous félicitons et nous vous octroyons donc ce diplôme Foucault Award, prix de l'excellence 2018. Merci à vous, monsieur Abena. Merci beaucoup. C'est toute la télévision du monde qui s'en réjouit d'ailleurs, et davantage la PDG qui continue de nous donner les moyens d'être au niveau des autres téléspectateurs et d'être au niveau de notre chaîne. Merci pour ce prix que je dédie à la télévision et dédie d'ailleurs à ma défunte épouse et à toute ma famille. Merci à vous, mes chers téléspectateurs. Voilà la preuve que LTM fait de grandes choses pour vous. Merci à vous de continuer à nous faire confiance sur la télévision du monde. On vous donne rendez-vous demain 21h dans le cadre de Tout au clair et puis dimanche prochain dans le cadre de Politiquement Incorrect pour davantage vous accompagner, vous donner des éléments qui vous permettent d'être mieux édifiés sur les sujets qui nous concernent au quotidien. Bon dimanche à toutes et à tous.